Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour, ce premier cours d'introduction à la santé publique sera consacré au concept de santé et de la santé des populations. Nous envisagerons d'abord le concept de santé et ses définitions, puis nous nous attacherons à décrire quelques outils qui permettent de mesurer l'état de santé d'une ou des populations. Puis nous verrons quelques problèmes de santé dans le monde pour se focaliser sur la santé des Français et les grands enjeux de santé publique. Voyons d'abord le concept de santé. Dans l'Antiquité, chez les Grecs, le dieu Asclépios, qui est le dieu Esculape des Romains, était le dieu de la médecine et avait deux filles, Hygée et Panacée. Hygée était une jeune nymphe appétissante, en pleine santé, qui portait les symboles de la vigilance et de la prudence. Elle représente la santé préservée et elle symbolise depuis lors la médecine préventive. Son nom sert de racine au mot hygiène qui désigne une grande part de la médecine préventive. Panacée, l'autre fille, prescrivait des plantes médicinales aux malades. Elle représente les soins de santé et symbolise la médecine curative. Cette dualité entre médecine préventive et médecine curative a perduré dans le temps et se retrouve encore de nos jours. De façon plus moderne, le concept de santé est défini dans le préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé qui a été élaborée en 1946. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. On voit que cette définition de l'OMS est en rupture avec la définition traditionnelle ou biomédicale de la santé qui veut que la santé soit un état inverse de la maladie. La santé, c'est la non-maladie. La santé, c'est la vie normale dans le silence des organes. On voit donc que la définition de l'OMS est par rapport à la définition classique très extensive. Elle priorise l'approche subjective. Le complet bien-être, c'est quelque chose qui ressemble au bonheur et rappelle une phrase de Descartes. L'aspect le plus important de la santé est « suis-je heureux ou pas heureux ? Si je ne suis pas heureux, je tombe malade ». Cette définition de la santé par l'OMS implique beaucoup plus que le système de soins et les professionnels de santé, mais implique l'ensemble de la société et son organisation. Pourtant, si cette définition OMS de la santé apparaît vaste, trop vaste, plusieurs enquêtes ont montré qu'elle correspond aux représentations de la santé que se font la population quand on interroge des personnes, des Français, sur ce qu'ils pensent de la santé. À la question « Associez-vous la santé et ?» les Français répondent que, en premier, de prendre plaisir à la vie, puis faire ce qu'on veut, et ce n'est qu'après qu'on trouve des items, ne pas être malade, ne pas souffrir ou ne pas avoir à consulter un médecin. On voit donc à travers ces réponses que le concept de santé est dans la population fortement relié au plaisir à vivre. Voyons maintenant comment on peut mesurer l'état de santé d'une population. L'objectif ou les objectifs quand on mesure l'état de santé de la population, c'est connaître les besoins de la population en soins de santé et piloter les politiques sanitaires. C'est aussi pour pouvoir évaluer les interventions de santé. On lance des campagnes d'éducation sanitaire, on lance des campagnes de dépistage. Est-ce qu'elles améliorent quelque part les états de santé ? Donc il faut arriver à mesurer l'impact de nos interventions.
Ça permet aussi de comparer entre eux les systèmes de santé, savoir si certains modes d'organisation fonctionnent mieux que d'autres. Pour mesurer l'état de santé d'une population, on a 4 catégories d'indicateurs ou d'instruments de mesure. Les plus courants mesurent la mortalité et sont fondés sur l'enregistrement systématique des décès et des causes de décès. La deuxième catégorie d'indicateurs, c'est des indicateurs de morbidité qui vont tenter de mesurer la prévalence et l'incidence des maladies. Prévalence, c'est le nombre de cas présents à un instant donné de personnes porteuses d'une maladie dans la population. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas qui apparaissent dans une période donnée. Exemple, on peut s'intéresser à mesurer la prévalence et l'incidence du sida pour mesurer la progression de l'épidémie dans une population ou dans le monde. La troisième catégorie d'indicateurs mesure des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser ici à des déterminants de la santé dont on sait qu'ils influencent la survenue de certaines maladies. On peut par exemple mesurer la consommation d'alcool, la consommation de tabac, la prévalence de l'obésité dans une population, car ces éléments sont indicatifs de problèmes de santé potentiels. La dernière catégorie d'indicateurs mesure l'offre de soins, c'est-à-dire les éléments dont dispose la population pour se soigner. Il peut s'agir du nombre de médecins par habitant, du nombre de lits d'hôpital par habitant, nombre de scanners, d'appareils de radiothérapie, etc., etc. Ces indicateurs donnent une indication sur l'accès à l'offre de soins. Voyons d'abord les principaux indicateurs de mortalité. Le taux brut de mortalité mesure le nombre de décès qui survient sur une année dans une population, divisé par le nombre d'individus dans cette population. Par exemple, en France, on a en 2005 enregistré 525 680 décès sur un peu plus de 60 millions d'individus, ce qui fait un taux brut de mortalité de 8,6 pour 1000. On calcule aussi des taux de mortalité proportionnels, c'est-à-dire par cause de maladie. On prend le nombre de décès pour une cause donnée, par exemple des décès par cancer, que l'on divise par le nombre total de décès enregistrés dans l'année. Par exemple, il y a 30% d'individus qui meurent de maladies tumorales ou cancéreuses. Un des indicateurs de mortalité les plus intéressants est le taux de mortalité infantile qui est défini par le nombre de décès survenus avant l'âge de 1 an divisé par le nombre d'enfants nés vivants sur une période. Ce taux de mortalité infantile est un de ceux qui sont le plus sensibles à l'offre de soins et à la qualité des soins. On définit aussi la mortalité prématurée et un autre indicateur qui s'appelle le nombre d'années de vie perdues. Mais la mortalité prématurée est calculée sur le nombre de décès survenus avant l'âge de 65 ans divisé par la population. Cette mortalité prématurée est indicative de décès dont certaines proportions pourraient probablement être évitées. Nous y reviendrons. Enfin, l'indicateur que tout le monde connaît, c'est l'espérance de vie à la naissance, qui est exprimée pour une année N. Alors ça se calcule en appliquant à une génération fictive, des gens qui sont nés par exemple, qui naîtraient en 2009, à qui on applique les taux de mortalité par tranche d'âge afin de calculer la probabilité de survie de cette population et calculer une durée de vie moyenne, ce qu'on appelle l'espérance de vie à la naissance. Le calcul de la mortalité proportionnelle permet d'avoir une distribution des causes de décès
sur la population mondiale. Donc on dispose des statistiques de 2002 et on s'aperçoit que la première cause de mortalité, ce sont les maladies de l'appareil circulatoire, cardiopathie ischémique, donc infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux et autres artériopathies, qui représentent près du tiers, 29% de la mortalité. La deuxième grande cause de décès, c'est les maladies infectieuses, avec en tout premier lieu le sida, les gastroentérites infantiles, la tuberculose et le paludisme dans les zones tropicales. Les maladies infectieuses représentent globalement 19% des causes de décès dans le monde. Viennent ensuite les tumeurs malignes, avec en premier lieu les cancers des voies aériennes, poumons et voies aérodigestives supérieures, puis les causes externes traumatiques, accidents de la circulation, suicides, guerre et autres morts violentes, les maladies de l'appareil respiratoire, avec le développement des bronchopneumopathies chroniques obstructives, qui deviennent un problème de santé publique relié au tabac, les maladies de l'appareil digestif, en premier lieu la cirrhose, liée, elle, aux consommations excessives d'alcool, les troubles mentaux et toutes sortes d'autres causes nutritionnelles, affections périnatales, etc. Quand on regarde les indicateurs de mortalité par pays, on s'aperçoit à l'évidence de fortes disparités entre pays et entre continents. Ainsi, l'espérance de vie à la naissance est d'à peu près 50 ans en moyenne sur le continent africain, en Afrique noire. Elle est de 68 ans en Asie et elle est de 75 ans sur le continent européen. Cette carte montrant la mortalité brute, pays par pays, montre aussi de fortes disparités, avec des pays comme l'Afrique du Sud qui ont une forte mortalité brute. Une mortalité brute élevée aussi dans l'ex-URSS, la Russie, alors que les pays nord-américains, l'Europe, ont de meilleurs indicateurs de mortalité. On voit ici que les taux de mortalité sont avant tout reliés au niveau de développement économique des pays et de leur richesse nationale. Voyons maintenant la santé des Français. L'espérance de vie à la naissance en France est d'un peu plus de 80 ans, un peu plus élevée chez les femmes, 84 ans, que chez les hommes, 77 ans. Elle est la plus élevée d'Europe, la moyenne dans les pays de l'Union européenne étant d'environ 78 ans. Le diagramme ici montre la distribution des différents pays d'Europe avec la France qui se situe en première position sur l'indicateur espérance de vie. De fait, l'ensemble des indicateurs de mortalité sont plutôt bons pour la population française. Le taux brut de mortalité de 8,4 pour 1000 est un des plus faibles d'Europe, la moyenne dans l'Union européenne se situant à 9,6 pour 1000. Le taux de mortalité infantile à 3,6 pour 1000 est aussi un des plus bas d'Europe, avec une moyenne de 4,7. Ce qui a pu faire dire par l'Organisation mondiale de la santé, dans son classement élaboré en l'an 2000, que nous avions le meilleur système de soins du monde. Quand on examine les causes de décès dans la population française, on s'aperçoit que la distribution des causes de décès est tout à fait différente de celle qu'on observe dans le monde. Ainsi, les tumeurs cancéreuses arrivent en première position avec 29%, suivies de près par les maladies de l'appareil circulatoire, puis les causes externes, puis les maladies de l'appareil respiratoire, avec bien sûr toujours les bronchopathies chroniques obstructives, les maladies de l'appareil digestif, les troubles mentaux, et on voit que les maladies infectieuses, qui sont une des premières causes de mortalité dans le monde, ont chez nous
beaucoup régressé et ne rendent compte que de près de 2% des décès. Malgré ces bons indices de mortalité, il existe un paradoxe français qui est dû au fait que l'on observe en France une forte mortalité prématurée, c'est-à-dire un taux élevé de décès de personnes avant l'âge de 65 ans. Ainsi, si on regarde le taux de mortalité prématurée de la France, il se situe au milieu de la distribution des pays européens et est inférieur à celui de la moyenne européenne. De plus, il faut remarquer que 30% de ces décès survenant avant l'âge de 65 ans apparaissent évitables car liés à des comportements à risque qui influencent la santé. On note aussi qu'il existe des disparités selon le sexe. Ainsi, on observe une surmortalité masculine, on l'a vu à travers la différence d'espérance de vie, mais cette différence est surtout liée à l'excès de mortalité prématurée qui est 2 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes, et cette mortalité prématurée est reliée à des facteurs évitables, c'est-à-dire qu'elle est due à des cancers liés au tabac et à l'alcool, pour le poumon et les voies aérodigestives supérieures, et liée à des accidents et des morts traumatiques. Il existe aussi des disparités selon le niveau socio-économique. Ainsi, on observe un gradient de mortalité selon les catégories professionnelles et le niveau d'études. Plus la catégorie professionnelle est élevée, et plus le niveau d'études est élevé, plus l'espérance de vie augmente. Ces différences apparaissent plus liées à des expositions à des facteurs d'environnement et des comportements socioculturels qui sont liés donc à des classes sociales plutôt qu'à des problèmes d'accès aux soins. En effet, quand on regarde l'accès aux soins, les obstacles financiers n'existent que pour certains soins qui sont peu couverts par l'assurance maladie, comme les soins dentaires ou les soins d'optique, et ne jouent pas trop comme obstacle pour les soins courants, pour le traitement et la prise en charge des maladies. On observe aussi des disparités selon les territoires, donc des disparités géographiques avec un gradient de mortalité nord-sud, surtout marqué pour les hommes de moins de 65 ans, donc surtout marqué pour la mortalité prématurée. On observe ainsi des différences d'espérance de vie de 10 ans entre des zones du nord et des zones du sud de la France. Ces constats nous amènent à définir les principaux enjeux de la santé publique et, avant tout, la lutte contre les comportements à risque et en particulier des addictions, dont la première est l'alcoolisme, responsable de cancer des voies aérodigestives supérieures, de cirrhose, d'accidents, de troubles mentaux. La France reste sur ce point un des pays d'Europe les plus consommateurs d'alcool avec près de 13 litres par an et par habitant. Deuxième grosse addiction, le tabagisme, responsable de cancer du poumon, des voies aérodigestives supérieures de la vessie et de maladies respiratoires redoutables telles que la bronchopneumopathie chronique oblitérante, ainsi que des maladies cardiovasculaires par le biais de l'athérome. Ce tabagisme diminue peu à peu chez les hommes, où on ne compte plus que 30% de fumeurs. Malheureusement, il est en forte augmentation chez les femmes, 23% des femmes étant des fumeurs réguliers. Un autre enjeu de santé publique est l'excès de poids et l'obésité qui commencent à poser problème dans tous les pays industrialisés. Problèmes liés à une alimentation déséquilibrée et à la sédentarité, c'est-à-dire l'insuffisance d'efforts physiques. En France, elle touche 30% des hommes et 23% des femmes.
Et paradoxalement, elle touche surtout les milieux les plus modestes, ceux qui ont le plus de mal à équilibrer leur alimentation. Bien sûr, l'obésité est responsable des maladies cardiovasculaires et du diabète. Il faut citer ensuite les problèmes liés à l'environnement et en particulier la pollution atmosphérique liée à l'usage de l'automobile et au rejet industriel, qui est responsable de la progression des maladies respiratoires telles que l'asthme et les bronchites. Il faut aussi évoquer les conditions de travail responsables d'accidents, d'exposition à des toxiques cancérigènes ou autres, tels que l'amiante, le charbon, les solvants, les peintures, et à des contraintes articulaires responsables de pathologies du rachis. Il faut aussi citer les accidents de la circulation, responsables d'une bonne part de la mortalité prématurée, et les accidents domestiques qui touchent principalement les enfants. Les maladies sexuellement transmissibles, avec la lutte contre l'épidémie de virus de l'immunodéficience humaine. La iatrogénie est aussi un enjeu de santé publique qui mérite un développement particulier. On appelle iatrogénie les problèmes de santé liés aux soins, c'est-à-dire que ce sont des pathologies qui ont été créées par des médicaments ou par des erreurs médicales. On commence à mieux connaître ce problème et qui apparaît comme un gros problème dans nos systèmes de soins et qui fera l'objet d'un développement particulier dans un autre cours. Citons enfin l'augmentation des maladies chroniques, qui est une rançon de l'augmentation, d'amélioration de nos techniques médicales qui fait que des gens vont survivre et vivre longtemps avec des maladies qui autrefois étaient plus difficiles à soigner, telles que le diabète, les cancers, des handicaps secondaires à des accidents vasculaires cérébraux, l'asthme, l'insuffisance rénale chronique, qui aujourd'hui ont des survies très prolongées et donc nécessitent des soins particuliers. En conclusion de ce cours, il faut retenir que le niveau de santé des Français progresse du fait de l'amélioration des conditions de vie et des conditions d'hygiène publique, et aussi du fait des progrès de la médecine curative et préventive. Mais on a pu voir qu'il persiste des marges de progression et que les progrès futurs passent par la réduction des comportements à risque. Chaque individu devrait préserver sa santé et être responsable de sa santé. Ça passe aussi par la maîtrise de l'environnement et en particulier la lutte contre la pollution atmosphérique et plus globalement par le développement de la médecine préventive.